toujours dans le même volet de l'intelligence artificielle. On appelle le professeur Shakir pour nous parler des applications de cette intelligence artificielle pour les maladies respiratoires. Alors, salam alaikum, bonsoir. Ça me fait vraiment plaisir d'être là parmi vous. Encore une fois, je remercie Hind de me faire confiance et de me demander de me surpasser encore pour parler de l'intelligence artificielle. Alors, je dois déclarer que je n'ai aucune expertise en intelligence artificielle. Cependant, j'ai été amenée à juger des projets, par exemple, d'intelligence artificielle pour l'Agence spatiale canadienne, par exemple, ou pour des organismes gouvernementaux canadiens. Et je siège comme présidente du comité d'éthique de la recherche de notre institution. Et donc, je vois vraiment passer beaucoup de projets qui sont sur l'intelligence artificielle, qui sont appliqués dans le domaine médical, at large, pas juste la clinique, mais vraiment dans différents domaines. Je ne sais pas si vous nous entendez, parce qu'il y a comme un écho, hein? Oui? OK. Alors, juste quelques définitions, mais ma collègue a vraiment bien introduit c'est quoi l'intelligence artificielle. Déjà, le mot intelligence, c'est pas vraiment le bon mot. Là, actuellement, il y a toute une réflexion sur le mot parce que ça a été mis à l'époque, dans les années 50, parce que le groupe de chercheurs qui s'amusaient à faire ça, ils ont dit, bah, tiens, on va faire une intelligence artificielle. Mais au fait, c'est pas vraiment le bon terme parce que comme dit Emily Bender, qui est à l'Université de Washington, ce qu'elle dit, attribuer des capacités humaines à l'IA peut tromper les gens en leur faisant croire que les machines possèdent de véritables capacités cognitives. Donc, ce qui différencie l'humain de la machine, c'est l'aspect cognitif. Donc, ma collègue a bien expliqué que un chercheur, il fait une conception, un clinicien, il a une expérience, et la machine, au fait, elle ne fait qu'analyser les données qu'on lui donne. Point à la ligne. Il n'y a pas d'intelligence là-dedans. C'est juste leur capacité d'interpréter et d'analyser et de gérer les données. Donc, ça, c'est important qu'on le comprenne, puis qu'on sache c'est quoi. Alors, donc, certaines définitions à large, l'objectif est de permettre aux ordinateurs de faire des choses que l'intelligence humaine peut faire, comme apprendre des choses, établir des connexions, détecter et résoudre des problèmes. C'est juste que la machine va faire plus rapidement, beaucoup plus, en des capacités beaucoup plus élevées que l'humain. Et donc, ça nous décharge des choses qui ne sont pas forcément utiles pour nous, qu'une machine peut faire, un ordinateur peut faire. Donc, un système informatique doté d'IA fait des estimations basées sur des modèles dans des contextes, dans des données existantes ou effectuer des transactions. Ensuite, en apprenant de ses erreurs, il effectue des estimations et des transactions plus précises. Donc, vous voyez que c'est vraiment des estimations et des transactions plus précises qu'une machine peut faire. Mais elle ne peut pas mettre de la connectivité là-dessus, elle ne peut pas mettre de la réflexion, elle ne peut pas mettre de la conceptualisation. Donc, on est loin que la machine va remplacer l'humain, hein, pour le moment. Même si on a on fantasme beaucoup, mais pour le moment, on n'en est pas encore là. Donc, le processus interne des systèmes IA est une analyse méticuleuse des données plutôt que des processus de réflexion. Une fois qu'on a compris ça, ben, ça va on va se rassurer un petit peu, on va dire, ok, ben, la machine va nous aider dans certaines choses, et à ce moment-là, on va être beaucoup plus positif dans la façon d'approcher l'IA et de l'adopter dans nos pratiques, finalement. Alors, l'IA, c'est pas nouveau, hein, c'est un vieux rêve. Donc, ça monte à l'Antiquité, lorsque les philosophes essayaient d'avoir un peu d'expliquer l'esprit humain, et donc, est comme un système symbolique. Et il y a quelqu'un Héron d'Alexandrie, un des premiers, ingénieurs qui a vraiment fait l'IA, c'est les fameux pneumatiques, hein, qui existent. Même, j'ai compris qu'il y a encore des systèmes pneumatiques, donc ça date c'est quand même le 1er siècle avant Jésus-Christ. Et le domaine de l'IA moderne, il a véritablement commencé au milieu du XXe siècle. Donc, on pourrait dire que au fait, les fondements théoriques remontent au 18e, donc en 1833. Et ce qu'on oublie, c'est que c'est une femme, finalement, qui a créé le premier algorithme
pour l'intelligence artificielle. C'est Ada Lovelace. Son père est un monsieur très fameux, si vous connaissez Lord Byron, là, le poète. C'est sa fille, qui aimait beaucoup les mathématiques et qui s'est intéressée à la mathématique, à tout ce qui est raisonnement mathématique. Et il y avait Babbage, qui est le père de l'ordinateur, là, finalement, en 1833, qui l'avait engagé, qu'il avait trouvé super intelligente. Hein, c'est quand même important, hein, 1800 et quelques, une femme qui est engagée par un grand chercheur, un grand concepteur. Et c'est elle qui a fait vraiment le premier algorithme qu'on appelle la note G, qui existe encore. Et donc, on n'oublie pas ça. Donc, moi, je suis fière de montrer que c'est une femme qui est à la base de l'IA quand même. Donc ça c'est... Et après, on a tous les fondements théoriques qui sont arrivés. On entend beaucoup de la machine de Turing, donc en 1936. Après ça, en 1943, il y a Warren Miloff et Walter Pitts qui ont basé les analyses mathématiques sur le fonctionnement des neurones, des connexions neuronales. Donc, c'était des neurophysiologistes, au fait, qui ont dit ben, ça serait bien d'avoir des machines qui fonctionneraient avec des systèmes neuronaux comme on a dans le cerveau. Et c'est la naissance du connectivisme, donc tout ce qui est nodes et connexions neuronales. Et en 1949, c'est Epp qui a développé quand même le concept qui est devenu très, très, très connu, qui est basé sur les réseaux de neurones artificiels. Donc, lui, c'est un Canadien, c'est un Ontarien qui avait développé ça. Après, donc là, je mets juste une petite charte de temps là, pour vous montrer, j'espère que c'est plus clair, là, parce que sur mon ordi, ce n'est pas très, très clair. Donc, en 1950, toutes les étapes jusqu'à... en 1997, jusqu'aux années 70, je dirais, où on a eu comme ce qu'on appelle l'hiver de l'IA, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus aucun développement, on a frappé un mur, on ne savait plus comment ça fonctionnait, on n'arrivait pas à avancer plus. Et donc ça s'est arrêté pendant les années 70, les années 80. Et après, il y a eu comme une renaissance, je dirais, en 1997. Je suis sûre que certains d'entre vous se rappellent là, lorsque la machine a battu Kasparov en échec. Là. Donc là, c'était comme l'émoi général, parce qu'une machine a battu un grand joueur d'échecs cette année-là. Et après, il y a eu un développement très rapide jusqu'à l'IA générative et les GPT, donc ChatGPT et compagnie, là, qu'on a vu en 2023, et il y en a même en 2024 une autre version, donc avec OpenAI. Donc, les IA, les technologies qui sont basées sur l'IA, c'est, comme ma collègue l'avait dit, c'est présent dans notre vie. C'est Siri, c'est Alexa, c'est Google Maps, c'est la reconnaissance faciale avec nos smartphones. Donc, elle est entrée par la porte de derrière dans notre vie, mais on ne l'a pas réalisée finalement, mais on le vit avec tous les jours. Donc, elle est présente dans les différents secteurs, les finances, les médias, les e-commerce. Donc, vous voyez, comme ma collègue disait aussi, les chatbots qui vous aident à magasiner, à dépenser plus d'argent et à faire plein de choses. Donc, vous voyez que c'est vraiment dans notre vie de tous les jours. Et les statistiques actuellement indiquent que l'utilisation de l'IA dans différents secteurs a augmenté de 270% au cours des 4 dernières années. C'est fameux, là. C'est là. On ne peut pas dire on va réfléchir si on va l'utiliser ou pas. Elle est déjà là, donc il faut vivre avec. Il faut vraiment qu'on trace la ligne de comment on veut vivre avec. Et il y a beaucoup de réflexions dans tous les domaines, dans toutes les sociétés. Je viens juste de recevoir tout à l'heure un message de ma faculté en disant qu'on a une charte d'utilisation de l'IA dans tous les domaines, finalement, que ce soit médical, que ce soit enseignant, que ce soit pour les étudiants. On est en train de mettre des chartes pour s'assurer qu'on ne soit pas trop dépassé, parce qu'on l'est quand même dans un certain sens. Donc il y a beaucoup de réflexions et d'analyse sur la façon comment on veut utiliser l'IA d'une façon intelligente. Comme je vous ai dit, je ne suis vraiment pas une experte, mais je vais quand même aller à travers les choses qu'on connaît un petit peu, donc l'intelligence artificielle. On a les machine learning, donc c'est la base, là, vraiment l'apprentissage de base. Il y a le deep learning, donc l'apprentissage profond. Et il y a évidemment l'IA générative là,
comme les ChatGPT, comme tout ce qui peut analyser beaucoup de choses, des vidéos, des trafics de vidéos, faire même des tableaux de Van Gogh, des affaires comme ça. Là. Donc on est parti vraiment très loin. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs étapes. Le deep learning, là, je trouve ça toujours rigolo, là, cette photo-là, pour dire comment finalement un ordinateur ne réfléchit pas, mais on lui donne ce qu'on lui donne, il essaie d'analyser ce qu'on lui donne. Donc là, on donne un petit puppy, donc un petit chien, et on donne un muffin, et on lui dit, écoute, est-ce que c'est un muffin ou un puppy? Donc, et l'ordinateur, lui, il va faire toutes les possibilités imaginables et possibles, et il nous sort tout ça, puis c'est à nous de voir lequel qui est le puppy, lequel qui est le muffin. Donc, on a des mix des fois. Donc, ça, c'est vraiment le machine learning de base. Donc, pas trop sophistiqué. Ça peut être utile pour certaines choses faciles, mais il ne faut pas se fier là-dessus. Alors que le deep learning, c'est là qu'on va utiliser toute les connexions, on va utiliser les réseaux de connexion. Et ce deep learning-là, il y a beaucoup de réflexions, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur de la machine. C'est ce qu'on appelle la boîte noire. Mais on ne sait pas ce qui se passe dans la boîte noire. Et donc la réflexion actuelle et les analyses qui se font, c'est comment on peut comprendre ce qui se passe dans la boîte noire. Donc pour point de vue éthique, puis aussi lorsqu'on se trompe, lorsqu'un algorithme se trompe, parce qu'on est capable, par exemple, vous êtes clinicien, vous avez un algorithme, vous cochez, mais vous vous rendez compte que finalement l'algorithme que vous avez, il ne correspond pas à la réalité de la pratique de tous les jours. Et donc vous vous posez la question, est-ce que je peux retourner en arrière et que le deep learning peut être corrigé parce que là, ça ne va pas du tout. Ben ça, on ne peut pas le faire parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la boîte noire. Donc ça, c'est point de vue éthique et transparence. C'est un problème actuel là, pour l'IA. Et là, évidemment, l'IA générative. Donc l'IA générative, c'est un type de technologie vraiment artificielle qui peut produire différents types de contenus comme des textes, des images, des sons. Et tenez-vous bien, il n'a même plus besoin, il a tellement épuisé les données réelles qu'il a besoin de données synthétiques. Donc là encore, on a une autre couche de réflexion et disons de problématiques. Là. Ces données synthétiques, il les fabrique lui-même pour pouvoir se renourrir. Donc on est arrivé là avec l'IA générative. Donc ils peuvent faire des vidéos, ils peuvent faire des... on le sait maintenant, là, on peut même modifier des images, on peut faire plein de choses avec ça. Donc la génération de nouveaux contenus avec les transformers, donc comme BERT de Google, GPT de OpenAI, AlphaFold de Google, il y en a d'autres là, il y en a plein là. Donc ce sont des outils intéressants, mais des outils qu'il faut prendre quand même avec beaucoup de recul et de raisonnement. Alors, il y a effectivement au cours de la médecine du futur, et même pas, je dirais, du présent, là, parce qu'elle est déjà dans la pratique clinique. Par exemple, dans la pratique clinique, elle aide au diagnostic en facilitant, par exemple, l'analyse des examens biologiques et des examens d'imagerie médicale. Dans l'imagerie médicale, je ne sais pas, en Suisse ou ailleurs, là, c'est déjà utilisé chez nous, l'analyse par IA là, pour tout ce qui est scan là, au niveau médical. Donc c'est vraiment utilisé en Amérique du Nord, c'est un outil qui est déjà là. Donc pour mieux évaluer le pronostic des patients, le risque d'évolution de la maladie et du traitement, et ça je parlerai de quelque chose de très futuriste un peu plus loin. Elle permet évidemment de guider la stratégie thérapeutique adaptée à chaque patient, pour mettre en place une prise en charge personnalisée. On a toujours parlé de la médecine personnalisée, on y est, et l'IA peut nous aider évidemment si on met ce qu'il faut dès le départ comme il faut. Évidemment, il y a tous les robots qui font des chirurgies, qui interviennent et tout ça là, qui sont déjà gérés par l'IA. Pour la gestion clinique, actuellement, dans mon institut, là, il y a un projet pilote pour utiliser l'IA pour optimiser, par exemple, les plages horaires, pour les prendre rendez-vous, pour les prises de rendez-vous, pour les plateaux techniques,
pour savoir quel plateau technique est libre. Donc, c'est plus la secrétaire qui va aller téléphoner à l'autre et tout ça. Là, c'est un système qui va être capable de nous mettre vraiment une planification correcte. Planifier les horaires de travail des infirmières, donc des chiffres de nuit, tout ça. Et aussi planifier tout ce qui est organisationnel, individuel des médecins aussi, leur horaire. Et donc, ça, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de ressources humaines. Ben, c'est des choses que la machine peut quand même faire et qui sont quand même utiles et qu'on pourrait quand même encourager. Là, ce n'est pas des choses qui vont... c'est le choix de ce qui est utile, il ne l'est pas. Et donc, de ce côté-là, c'est vraiment utile. Et donc, la contribution de l'IA pour tout ça, c'est la projection des besoins pour les différents types d'examens. Donc, on le sait d'avance. Ce n'est pas le jour même qu'on va se dire, OK, ben là, il y a ça, il n'y a pas ça, ou la veille. Donc, on peut le savoir, on peut programmer déjà d'avance. Donc, l'optimisation de la répartition des ressources humaines, selon les expertises. Donc, on a besoin d'infirmières en chirurgie cardiaque aujourd'hui. Ben, on va savoir, elles vont être disponibles à tel horaire. Donc, c'est quand même un très bel outil dans ce sens-là. Automisation de la confection des horaires au niveau de la couverture des besoins. Ben, nous, on a, je ne sais pas ailleurs, on a des conflits avec les heures supplémentaires. On a eu des grèves et tout ça parce que les infirmières, ils refusent de faire des heures supplémentaires parce qu'ils en ont tellement qu'elles ne savent plus quoi faire avec. Et donc là, l'IA pourrait peut-être avoir une certaine équité pour redistribuer les horaires entre les jeunes qui arrivent, déjà qui sont là et tout ça. Donc là, ça peut être quand même un bel outil de gestion au niveau hospitalier. Alors pour la recherche médicale, évidemment, c'est l'analyse des données massives pour mieux comprendre les maladies et leur traitement. On pense à tout ce qui est omique, tout ce qui est génétique, ce qui est métabolique, métabolome, tout ce qui est les données massives qu'on obtient avec les RNA secs, par exemple, actuellement, c'est impossible pour un cerveau humain d'analyser la majorité de ces données-là. Donc, une machine qui peut nous sortir, lorsqu'on lui donne évidemment les guides qu'il faut, c'est un outil extraordinaire et ça nous permet vraiment d'avancer au niveau, très rapidement au niveau scientifique. Identifier de nouveaux profils et de mettre en évidence de nouveaux mécanismes parce que lorsqu'on a, par exemple, tout à l'heure, vous avez présenté l'étude sur les Polonais et on se pose la question, et la question pourrait peut-être, est-ce qu'il y a des polymorphismes, peut-être pour la molécule chez les Polonais? Ça pourrait être une question qui pourrait émaner de ce projet-là, là, parce que ils ne répondent pas. Est-ce qu'il y a un polymorphisme pour les récepteurs qui est ciblé par la molécule? Ça peut être une réflexion comme ça, puis les machines peuvent nous aider, l'IA peut vraiment nous aider pour cibler ça. Et on est capable aussi, actuellement, lorsqu'on a fait un profil génétique, puis qu'on a fait donc du RNA-seq et tout ça, d'aller dans les systèmes d'IA pour pouvoir voir absolument toutes les drogues qui sont capables de cibler toutes les voies qu'on a déterminées. C'est extraordinaire là, dans ce sens-là, parce que nous, avec notre cerveau, on ne serait pas capable. On va peut-être faire des liens, tout ça, mais on n'a pas la capacité de calcul et d'analyse et de relation que la machine a. Donc là, c'est quand même un outil super intéressant. Donc, optimiser l'organisation des essais cliniques, ça peut être aussi super utile. Je donne juste un exemple très anecdotique. Dans le nord du Canada, il y a très peu de population. Et donc, on encourage quand même d'avoir des essais cliniques pour une question de justice sociale. Et c'est des gens qui ont des problématiques, c'est les Inuits, c'est les Premières Nations. Et donc, pour les inclure dans les essais cliniques, on ne peut pas les faire venir par avion à chaque fois parce que c'est quand même très, très, très loin. Et ce qu'on fait, c'est qu'on a des robots, on a des drones qui sont capables d'aller, par exemple, amener la molécule d'essai dans les dispensaires dans le Grand Nord, dans le Nunavut, et qui va récupérer les prélèvements et qui vont le ramener dans le centre d'études. Donc là, c'est quand même très utile là, comme façon d'utiliser l'IA là, pour ça. Donc, vous voyez que ça peut être très diversifié comme manière de résoudre certains problèmes liés à la géographie, à la socioculturelle et autres. Là. Donc, elle peut faciliter la recherche bibliographique permettant d'améliorer la communication et l'échange scientifique.
évidemment, tout en faisant très attention parce que j'ai vu mes étudiants rédiger, par exemple, leur rapport de master. Et quand je regarde les références, ils n'ont pas vérifié leurs références et ChatGPT, il a inventé des références qui n'existent pas. Donc, vous voyez, là, on peut se faire avoir quand même par la machine. Donc, il faut toujours que l'esprit soit là. Et donc, utiliser la machine, oui, mais avec beaucoup d'intelligence, parce qu'elle n'est pas plus intelligente que nous. Donc, voilà pour le domaine de recherche. Alors, si on revient spécifiquement pour les maladies pulmonaires, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, soit qui sont déjà appliquées, par exemple, aux États-Unis, mais pas au Canada, par exemple, parce qu'il y a encore un vide juridique, là. Optimiser les analyses d'imagerie pour le cancer du poumon, ça, c'est vraiment, il y a des algorithmes qui reconnaissent d'une façon extraordinaire, ils sont meilleurs que les médecins, je suis désolée là. Il y a quand même 96% de l'intervalle de confiance qui sont capables d'analyser comme il faut, comparativement à des radiologues pour les cancers du poumon, pour déterminer vraiment les différents nodules. Il y a une étude en 2018 qui a montré que l'algorithme permet une discrimination vraiment très, très précise de certaines pneumonies interstitielles habituelles et non habituelles, et avec un intervalle de confiance de 95%. Donc, oui, pour ça, ça peut être, si les algorithmes sont bien conçus, et on parlera des data, parce que ça, c'est lorsqu'on a des bonnes données qui sont bien nettoyées, qui sont bien analysées, qui sont bien récoltées, on est capable d'avoir des algorithmes qui vont être efficaces, puis qu'on va être capable quand même de les utiliser comme il faut. L'algorithme a montré sa supériorité pour l'analyse des données de fonction respiratoire. Les pneumologues n'y ont pas fait bien, ils ont fait juste 44%, comparativement à la machine qui est à 82%. Donc vous voyez qu'il y a certaines choses où il faut abdiquer, il faut dire, OK, la machine, si on lui donne tout ça, elle est quand même capable de faire des choses, mais c'est certain qu'il y a des choses qu'elle ne sera pas capable de faire. Puis on a permis aussi, à partir de données biométriques, c'est la face et le cou, et de polysomnos, de patients ronfleurs, de détecter des apnées. Donc ça, c'est super intéressant aussi. Donc on est capable de faire ça de façon tout à fait, disons, reproductible et efficace. Après ça, ici, c'est une étude où on a regardé la sensibilité et la prédictivité positive. Là. Vous voyez, en A, c'est la sensibilité, puis en B, c'est les prédictions positives. Et vous voyez en noir, ce sont la machine, donc c'est l'algorithme de l'IA, et après c'est les pneumologues là, qui sont en blanc. Les pneumologues, ils n'ont performé que dans les autres maladies obstructives. Donc vous voyez que les autres maladies obstructives, il y a l'expérience du pneumologue, il y a son jugement, alors que la machine n'était pas capable vraiment de discriminer. Alors que pour tout le reste, ils étaient capables vraiment de très bien discriminer de façon beaucoup plus, disons presque à 100% pour certaines choses-là. Donc vous voyez que la machine est bonne, mais le cerveau humain doit être toujours derrière la machine pour bien utiliser ces outils. Finalement, ce sont des outils qui vont faciliter la vie aux cliniciens et aux chercheurs pour des approches qui sont time consuming, comme on dit, et qui va être capable finalement de dédier le temps pour autre chose, là, pour des choses beaucoup plus tangibles. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de c'est quoi le futur finalement, et qui n'est pas si futur que ça, parce qu'on était confronté à des demandes carrément de jumeaux virtuels. Qu'est-ce que ça veut dire déjà un jumeau virtuel? C'est un jumeau numérique et une représentation virtuelle d'un objet ou d'un système qui est conçu pour refléter fidèlement un objet physique. Ça, on le fait par exemple pour les réacteurs des avions. Apparemment, les réacteurs des avions, ils ont tous des jumeaux virtuels au sol. Chaque avion qui vole a un jumeau virtuel qui fait en temps réel ce qui se passe dans le ciel. Donc là, il y a des petits malins qui se sont inspirés de ça et ils ont dit, pourquoi pas un jumeau humain? Et c'est très confrontant. Je peux vous dire que c'est très confrontant quand on a reçu des projets de recherche dans ce sens-là.
Ça nous a posé beaucoup de réflexions éthiques là-dessus et de sécurité surtout, parce que un jumeau virtuel, il est défini comme étant vous-même, mais en virtuel, mais qui a toutes vos caractéristiques. Mais alors, toutes vos caractéristiques. Alors, je vais vous les... Donc, je vais passer là-dessus, mais regardez ce qu'on a besoin de vous. Tous vos scans 3D de haute résolution. Et ça, c'est une compagnie qui fait ça actuellement. Ce que je vous fais là, je ne l'ai pas inventé, il y a déjà une compagnie qui fait ça. Pour capturer votre apparence physique, votre anatomie et votre structure. Des données de séquençage entier, du génome entier, ce qu'on ne fait pratiquement jamais, pour identifier les prédispositions génétiques et les susceptibilités aux maladies. Analyse du microbiote pour comprendre l'impact des communautés microbiennes sur votre santé. Des tests sanguins complets pour mesurer divers biomarqueurs offrant un aperçu de votre état de santé général. Évaluation métabolique et protéomique, donc on va faire de la protéomique sur toute votre plasma pour comprendre compréhension complète de votre état nutritionnel et physiologique. Profilage du système immunitaire. Surveillance en temps réel du paramètre physiologique grâce aux dispositifs portables, aux capteurs, donc les fameuses montres qu'on a tous. Okay. Intégration des antécédents médicaux et des dossiers de santé électroniques pour une image complète de votre parcours santé. Analyse des facteurs environnementaux susceptibles d'affecter votre santé, tels que la pollution, l'air, les allergènes, produits chimiques. Et je rajouterai tout votre aspect psychologique. Alors, je ne sais pas comment vous allez réagir à ça. Ouais. Ben, on va rentrer votre profil psychologique. Plus il va y avoir des données, puis votre jumeau, il va évoluer avec vous. Et comme on peut l'accélérer dans le temps, on va pouvoir prédire, par exemple, le développement des maladies, et on va pouvoir agir en amont sur les prédictions. C'est vraiment, c'est sérieux, hein, c'est pas, ça a l'air la science-fiction, mais c'est vraiment sérieux et ça commence et ça se fait. Donc, on le fait par exemple pour tout ce qui est, par exemple, quand on fait les chirurgies bariatriques, par exemple. Donc, on essaie de voir faire de l'entraînement, faire des changements au niveau nutritionnel, faire de la chirurgie bariatrique, et on voit l'évolution de la personne et on va rentrer tous ces paramètres. Et c'est le paramètre vraiment, c'est le jumeau virtuel qui est en avance. On va le faire avancer dans le temps et on est capable de dire, OK, si vous continuez dans cette voie-là, vous allez éviter d'avoir des maladies cardiovasculaires. Mais si vous continuez, on va prédire dans tant de temps, vous allez développer la maladie cardiovasculaire. C'est très, très fort. Là, c'est vraiment, ça va très, très loin. Pardon ? C'est le bon côté, mais il y a un mais. C'est tout à fait, je suis d'accord, c'est de la science et il y a un mais. Et un mais, c'est la sécurité des données. Alors, vous imaginez que quelqu'un tombe sur votre jumeau virtuel, il peut vous faire chanter, il peut vous faire modifier votre profil, n'en parlant pas des personnalités en vue, donc, qui peuvent être utilisées. Donc, il y a des enjeux de sécurité, il y a des enjeux de sécurité de données. Puis, même si on dit que oui, on va mettre ça dans les serveurs les plus fermés, c'est pas vrai. Il y a toujours possibilité d'identifier les gens, il y a toujours possibilité d'utiliser les données des gens. Et d'ailleurs, juste un exemple, il y a eu à l'époque, dans les années 2000, la fin 2000, il y avait, je ne sais pas si vous vous rappelez, les tests d'ADN pour savoir c'est quoi nos ancêtres. Okay, puis on offrait ça dans nos familles, les gens s'offraient ça, bon je ne l'ai pas fait, mais les gens s'offraient ça comme cadeau. Et ces données génétiques, c'est Ancestry, là, la compagnie Ancestry, elle a toutes les données génétiques de tout ce monde-là. Et savez-vous que maintenant, ils sont capables d'aller tracer des criminels dans les familles à partir de ces données génétiques. Carrément.
Alors, vous pouvez un jour vous réveiller, savoir qu'il y a un cousin de 3e génération qui a finalement été criminel, puis qu'on a réussi à le trouver à cause de votre données génétiques qui ont été dans ces compagnies-là. Puis ces compagnies enregistrées, ils disaient on n'est plus capable d'aller revenir en arrière pour aller chercher nos données génétiques, et ils les ont vendues, et donc Google y en fait plein de choses avec ça. Donc vous voyez que c'est vraiment, il y a des enjeux très de sécurité. Donc utilisation de données sensibles et plusieurs principes de droits fondamentaux qui doivent être pris en compte. La protection des données est très importante. Et les utilisateurs doivent être informés de la collecte, du traitement de leurs données et doivent avoir le contrôle de celles-ci. Mais même si on nous le dit, on n'imagine pas à quel point nos données, c'est de l'or actuellement. Actuellement, la donnée, ce que vous avez dans vos dossiers pour vos patients, c'est de l'or pour les compagnies actuelles. Donc, il y a un vide réglementaire. Comment concilier l'évolution rapide de l'IA avec un système juridique traditionnel qui n'est pas très bien réglementé? Comment garantir que les décisions prises par l'IA soient justes, éthiques et transparentes? Par exemple, vous avez donné un diagnostic par IA parce que vous avez utilisé l'algorithme, vous vous êtes trompé, il y a eu une erreur médicale, on poursuit l'IA ou on vous poursuit? Là, il y a vraiment un vide juridique. Donc, il y a une réflexion actuelle là-dessus. Comment on va faire pour ça? Comment on va gérer ça? Environnementaux, ça c'est horrible. Donc, je vous montrerai juste un exemple. Une consommation énorme d'énergie d'eau peut avoir un impact profond sur nos systèmes parce que pour refroidir tous ces serveurs, je ne sais pas si vous savez qu'il y a énormément de serveurs dans le Nevada et que le Nevada actuellement, il n'a plus d'eau et les serveurs, pour les refroidir, ils ont besoin des quantités astronomiques d'eau. Et donc, il y a là un dilemme. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va laisser l'eau pour que les gens puissent boire ou on va vraiment refroidir ces serveurs qui demandent des énergies incroyables? Socio-économiques, donc les biais d'algorithmes qui peuvent entraîner des inquiétudes sociales. Je ne sais pas si j'ai plus le temps, donc je vais essayer d'aller rapidement. Les biais algorithmiques, c'est très important parce que c'est la façon comment on fait les données, comment on analyse les données. Par exemple, la première, ce sont des gens qu'on n'a pas vraiment... On a mis tout le monde dans le même paquet. Et on a donné à l'IA de faire les gens qui ont l'Alzheimer, qui n'ont pas l'Alzheimer, mais finalement, on n'a pas réussi à discriminer parce qu'on n'a pas mis de sélection dans la donnée principale. Donc, les données doivent être cleanées, nettoyées, et doivent inclure une diversité. Par exemple, la deuxième, c'est plus parlant. On a montré, on essaie de voir, par exemple, le cancer de la peau. Et on a inclus une personne avec une peau noire. Donc, toutes les personnes dans peau noire vont être exclues de l'algorithme. Donc, ça crée une injustice. Donc, les biais, c'est le problème actuel au niveau des soins, au niveau de l'utilisation de l'IA dans le domaine médical. À l'ATS, au mois de mai, il y avait quelqu'un qui a présenté, une cardiologue, qui avait un système de prévention de maladies cardiovasculaires dans le domaine, donc c'était à San Diego, donc on s'intéressait beaucoup, donc c'est des hispaniques, donc tout ce qu'elle avait dans son groupe, c'était des femmes hispaniques. Mais ce qu'elle voit dans sa pratique, c'était plutôt des Asiatiques qui avaient des problèmes majeurs d'AVC. Et ces femmes-là, ils ne sont pas inclus dans le système de prévention parce que l'algorithme, il a fait les données, donc les données ont été analysées, ont été générées à partir des femmes hispaniques uniquement. Et donc, il y a celles qui ont besoin d'être vraiment suivies ne le sont pas parce qu'ils ont été discriminés par l'algorithme. Donc, c'est très important quand on analyse nos données de mettre toutes les données possibles et imaginables, donc une certaine mixité. Et actuellement, évidemment, c'est pas ça. Donc, aux États-Unis, on voit, par exemple, le troisième exemple, c'était les gens qui restaient, qui prolongeaient leur séjour dans l'hôpital, et on a donné les codes le code postal de ces gens-là. Et évidemment, ceux qui restaient le plus, c'était des gens défavorisés. C'est normal, ils étaient plus malades. Et donc, on a mis que c'était les gens défavorisés qui utilisaient les plus le soin d'hospitalisation. Alors que ce n'est pas vrai, c'était juste parce qu'il y avait un biais de sélection. Donc, les biais sont un facteur très important. Évidemment, les big data.
c'est les big data, c'est l'argent actuel, c'est l'or actuel. Et il y a tout un cycle qu'il faut respecter, le cycle d'entreposage, de traitement, d'utilisation, de partage, de collecte. Et ça doit être vraiment géré. Et l'OMS a émis des recommandations pour les données. Donc, comment il faut gérer ça, comment il faut les utiliser d'une façon tout à fait juste, équitable et sécuritaire. Bon, je vous donne juste donc l'enjeu environnemental. Vous voyez que pour juste à l'échelle individuelle, l'exemple, donc pour une requête sur ChatGPT, on est 10 millions d'utilisateurs. L'impact est très très important. Donc les quantités d'utilisation d'eau, de CO2, de matériaux aussi, matériaux précieux. Donc, beaucoup d'utilisation. Donc là, je vous laisse ça, c'est pour juste être conscient de... Quand on travaille avec notre téléphone, on a quand même un impact environnemental majeur. Alors, l'OMS a mis une charte de gouvernance, d'utilisation de l'intelligence artificielle, protéger l'autonomie de l'être humain, promouvoir le bien-être et la sécurité des personnes, donc ça c'est très important, garantir la transparence et la clarté et l'intelligibilité. Là, quand je vous parlais de la boîte noire, là, on ne sait pas ce qui se passe dedans. Encourager la responsabilité et l'obligation de rendre des comptes, parce que les compagnies ne rendent pas compte, utilisent les données, il n'y a rien, il n'y a personne qui leur dit qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Assurer l'inclusion et l'équité, parce que les pays qui ont moins de possibilités, ils vont quand même être exclus et on va leur vendre des algorithmes qui ne correspondent pas à leur population. Et donc là, on revient encore au même cercle infernal là, d'inéquité mondiale. Promouvoir une IA réactive et durable, donc évidemment au niveau environnemental. Donc je vous laisse sur un Monty Python qui est très, très intéressant. On dit au fait, c'est la machine qui dit ping. Il dit oui, j'ai la machine, mais il dit oui, mais il y a quelque chose qui manque. Il dit c'est quoi? Ben, c'est le patient. Donc c'est le patient le plus important. La machine, la façon de le faire, c'est pas très très important. Et pour une belle lecture, j'avais trouvé ça. J'étais à Trinity College à Dublin l'été dernier, et ça m'avait interpellée cette image-là d'un roman qui était en 1966 de Philip Dix, qui demande est-ce que les androïdes rêvent de motants électriques. Donc voilà, merci. Merci, professeur Chakir, pour cette présentation intéressante. Merci. Et la parole est à la salle pour les questions. Merci pour votre excellente conférence. Je veux vous dire que je crois qu'on ne pourra pas arrêter la révolution et la recherche et les progrès. Donc on sera certainement amené à avoir plus que ce qu'on est en train de voir. La chose qu'il faudra faire, c'est qu'il ne faut pas être consommateur dans cette histoire. Il va falloir que dans cette boîte noire, on a notre propre conception. C'est-à-dire le jour où vous allez être concepteur, vous allez être dépendant de ce que vous allez consommer et vous n'allez pas pouvoir ni établir l'éthique, ni rien de tout en fait. Donc c'est ce que j'ai à conseiller pour tout le monde, quoi. C'est sûr qu'il ne faut pas le progrès, on ne peut pas l'arrêter. Il faut l'apprivoiser, il faut le comprendre, il faut rester à jour, il faut vraiment rester à jour. Toujours informer des nouveautés, suivre l'évolution pour comprendre comment... Parce que sinon, si on dit, ben là, il faut que je reste dans mon domaine, je vais faire comme je fais d'habitude, on va être dépassé. Il faut l'apprivoiser, il faut l'avoir et il faut rester vigilant et avec une réflexion ouverte à tous les points de vue. Donc c'est mon conseil, moi, ce que je donne. Je dirais pas, il faut pas... Oui, il y a une boîte noire, mais la boîte noire va quand même à un moment donné s'ouvrir, mais ça ne nous empêche pas, par exemple, de l'utiliser d'une façon consciente,
C'est la différence. On a une connectivité que l'ordinateur n'a pas. Donc c'est à nous de voir si, lorsque j'applique un algorithme, puis je vois que ça n'a pas de sens, que de ma façon, de ma pratique quotidienne, comment je vois le jour mon patient, à qui je parle tous les jours, à qui j'adresse certaines informations, puis que la machine me dit de faire ça, puis ça ne correspond pas. Là, il faut avoir un esprit critique. Mais il faut quand même l'utiliser. Il faut l'apprivoiser. Moi, c'est ce que je vous conseille là. Il ne faut pas se laisser dépasser par la technologie. Oui, il y avait monsieur ici. Il y avait Okay, Professeur pardon, Amara. oui. Professeur Ok, Amara. merci. Merci, professeur Chakir, pour cette intervention intéressante. Mais sincèrement, moi, ça me fait peur, cette intelligence artificielle. Sincèrement, je n'ai jamais touché le chat GPT ou savoir comment ça marche, comment ça fonctionne. Certes, c'est intéressant, mais malheureusement pour les jeunes, les ados, les étudiants, on sent qu'ils n'arrivent pas à réfléchir. Ils utilisent l'intelligence artificielle comme matériel pour apprendre, même pas apprendre. Ça leur règle le problème, mais ça reste ce côté humain que ça manque, et surtout nous en tant que médecins, ce relationnel entre médecin et patient, ça n'existe pas dans cette intelligence artificielle. Justement, il faut que ça reste. Il ne faut pas que l'intelligence artificielle prenne la place du médecin, certainement pas. C'était un peu la réflexion, est-ce que l'intelligence artificielle va prendre la place du chercheur? Jamais de la vie, parce que ce n'est qu'un outil, et un outil qui est hyper performant. C'est vrai que ça peut faire peur des fois, mais ChatGPT, c'est intéressant, il faut s'amuser avec, mais il faut encourager les gens à l'utiliser de façon intelligente, justement. Donc nous jeunes, on a des chartes, évidemment, il y a des choses qu'on leur permet de faire, parce que interdire, ce n'est pas une solution, c'est leur domaine, c'est leur futur, donc il faut les encourager à les utiliser d'une façon intelligente, intègre, de déclarer. De toute façon, il y a maintenant des logiciels qui détectent l'IA, l'IA invente des choses qui détectent l'IA et ainsi de suite. Là, on est un peu dans le rang là, qui se fait là. Donc oui, il ne faut pas leur dire ben non, mais tu n'as pas le droit de rédiger avec l'IA. Il peut rédiger, mais par contre, il faut lui sortir un esprit, lui dire écoute, si tu rédiges avec l'IA, sois conscient que tu as vérifié tes sources. Tu as bien vérifié tes sources. Ok, mais dis-moi comment tu as fait, est-ce que tu es revenu quand même à la base pour vérifier les sources? Parce que quand je vais mettre ça dans mon logiciel puis que je vais trouver que tes sources sont nulles, ben désolé pour toi, tu vas pas avoir la bonne note. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut vivre avec, il faut l'apprivoiser, il ne faut pas se laisser dépasser. Justement, il ne faut pas avoir peur, il faut y aller. Mais il ne faut pas l'utiliser à outrance non plus, là. Mais il faut qu'on reste informé et à jour, là. Sinon ça ne marchera plus, là. On sera dépassé de toute façon. Alors, oui. Merci beaucoup, professeur Chakir, pour ces informations précieuses Merci. qui émanent de votre expérience inestimable.